Et si cet été, vous partiez vraiment l'esprit tranquille? Avec France Pay, quel que soit votre pays de résidence, ouvrez un compte 100% français, un RIB français, une carte bancaire française, et accédez aux avantages et services réservés normalement aux résidents. Et avec le compte Premium, bénéficiez en plus de l'option rapatriement vers votre pays de résidence ou en France. Parce que voyager sereinement, c'est aussi savoir qu'on est protégé. Cet été, réservez, dépensez, voyagez, sans contrainte, sans tracas. France Pay, la France dans le portefeuille. Direct du Sénat. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, on aborde la question de l'avenir de l'enseignement français à l'étranger. Un sujet qui concerne directement des centaines de milliers de familles à travers le monde. Pour en parler, nous recevons Samantha Cazebonne, sénatrice des Français établis hors de France, à qui le gouvernement a confié une mission stratégique sur l'avenir de l'AEFE. Après plusieurs mois de travail, elle vient de remettre ce rapport ambitieux intitulé « Refonder l'AEFE pour accompagner l'avenir de l'enseignement français à l'étranger ». Une transformation stratégique au service de l'équité, de l'excellence et de l'intérêt supérieur des élèves, avec 44 propositions. Alors quel constat, quelles réformes entreprendre et surtout quelles conséquences concrètes pour les familles et les personnels? Samantha Cazebonne, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Puis il y avait un peu une clause de revoyure, on s'était promis d'en parler à la sortie de ce rapport. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle était précisément la mission que vous avez confiée le gouvernement? Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire aujourd'hui de repenser l'AEFE? Alors, tout d'abord, c'est à la demande du gouvernement, du Premier ministre et des ministres en charge de l'enseignement français à l'étranger que j'ai été chargée de faire des propositions dans un cadre très particulier, celui vraiment d'une concertation généralisée pour éclairer la décision politique. Donc, mon travail s'est vraiment conditionné autour de ce point central qui était pour moi l'écoute et ensuite des propositions éclairées par des chiffres transmis par l'AEFE. Et l'objectif était vraiment de pouvoir mettre à disposition un certain nombre d'outils d'éclairage en complément avec les inspections générales, puisqu'il n'y a pas que mon rapport, pour qu'elles puissent ensuite, ces autorités politiques, faire les choix stratégiques pour l'avenir de ce réseau et particulièrement de l'AEFE. Alors effectivement, un rapport de 384 pages avec une très longue partie sur la parole aux acteurs qui arrive juste après l'introduction, qui est un petit peu vraiment ce sur quoi vous avez bâti tout le reste de vos travaux et pour arriver avec 44 propositions. Avant d'entrer dans le détail, qu'est-ce que vous retenez personnellement de ces derniers mois de travail avec la communauté éducative des Français dans le monde? Et puis je rajouterai un peu une question sur ça. Vous avez été proviseur dans ce réseau. Est-ce que ces travaux, ils ont un retentissement un peu particulier pour vous? Est-ce que c'est un peu l'apogée de votre carrière d'enseignante que vous étiez? Oh, l'apogée, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est un travail en sincérité d'écoute et surtout qui se veut vraiment d'une écoute plurielle. On a souvent l'habitude d'écouter un peu les mêmes personnes ou personnalités s'exprimer, de tout, j'ai envie de dire, souvent celles qui ont accès plutôt aux instances ou ceux qui ont des fonctions un peu stratégiques. Et moi, mon propos était vraiment de donner la parole à tous ceux qu'on n'entend pas, tous ceux qui n'ont pas la possibilité, mais un peu de la même manière que je me suis engagée en politique lorsque j'étais un petit proviseur, j'étais sans prétention particulière. Et un jour, je me suis dit, un peu comme j'ai voulu faire dans ce rapport, pourquoi nous, ce que nous avons à dire sur le terrain ne serait pas entendu? Et donc, c'est vraiment par ce biais-là que j'ai souhaité construire ce rapport, l'écoute de ceux qui n'ont jamais la parole et qui méritent eux aussi d'être entendus. Donc, quelque part, oui, c'est une forme d'apogée en ce sens, c'est que voilà, ce que je voulais faire en politique, c'était donner la parole de manière sincère, plurielle, que tous ceux qui ont quelque chose à dire le disent et que ce ne soit pas toujours les mêmes par le biais d'intermédiaires qui s'expriment. Donc, au moins, ce rapport a le mérite de donner la parole aux acteurs en sincérité. On a bien compris cette volonté de partir d'une vision 360 degrés. Et effectivement, ça occupe une grande place dans ce rapport. Alors, vous y proposez notamment une nouvelle AEFE organisée autour de 2 pôles. Est-ce que cela signifie que le modèle actuel est arrivé à bout de souffle? Et concrètement, qu'est-ce que cela pourrait changer dans le fonctionnement du réseau? Quand je pose cette question, moi la première proposition, ça m'a marqué parce que la première proposition, c'est mettre en place une comptabilité analytique dans les 6 mois. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on part vraiment de
très très loin en fait. Alors oui, bon, deux choses déjà pour peut-être éclairer un peu nos auditeurs et les lecteurs. D'abord, je ne veux pas que cet échange, qui durera une petite dizaine de minutes, puisque c'est le format de votre De nos entretien, podcasts. et tout à fait, ne soit réduit finalement à l'essentiel, ou même parfois à des sujets voilà, qui sont des sujets un peu accrocheurs. Moi, je tiens vraiment à dire aux uns et aux autres, prenez le temps de la lecture, comme nous avons pris le temps avec mon équipe de l'écriture. Nous avons mis près de 4 à 5 mois à faire et à rédiger ce rapport, et je pense que cette seule interview ne résumera en rien ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut prendre vraiment le temps de la lecture pour pouvoir comprendre le cheminement et pourquoi nous en sommes arrivés à ce que vous redisiez à l'instant, à l'instant, à savoir pourquoi deux pôles. Un opérateur, pour moi, à mes yeux, est essentiel, évidemment, mais avec deux pôles bien distincts, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de contestations sur la manière, au fond, dont aujourd'hui l'AEFE peut parfois, alors je ne l'accable pas, c'est ainsi, c'est par le biais de son histoire, se retrouve à parfois être un peu juge et partie dans beaucoup de situations, ce qui brouille les cartes et ce qui ne permet pas aux différents acteurs de comprendre et d'avoir une visibilité suffisamment, je dirais, éclairée sur ce que doit être aujourd'hui le sens même de leur engagement. Je parle des parents, je parle des différents types d'établissements, qu'ils soient des établissements conventionnés, des établissements EGD, évidemment, je parle également des personnels. Ils ont du mal à y voir clair. Donc que l'AEFE soit scindée en deux pôles distincts, avec chacun des missions bien particulières. Parmi les premières missions, celle historique, c'est-à-dire de gérer des établissements avec un budget. Et c'est ce qu'on retrouve à travers la gestion des EGD, où là, on sait à quoi on s'engage avec cet argent public, on conditionne un montant et on fait avec cette enveloppe. Et puis l'autre aspect où, un peu comme d'autres opérateurs l'ont fait, je prenais comme exemple France Éducation Internationale, où là, on se retrouve à créer un accompagnement sous forme de service. Alors, prise en charge pour certains d'entre eux, aussi en partie par la subvention publique, et d'autres où on doit, exactement comme les autres opérateurs publics de l'État, créer des services et s'adapter aussi à un marché de l'éducation. Alors ce n'est pas un gros mot, bien évidemment, puisque c'est déjà un marché actuel. Vous savez, on parle souvent de services publics quand on parle de l'AEFE, mais il suffit de regarder attentivement les différents chiffres que nous avons mis à disposition du public. Il n'y a que une partie de la subvention qui finance ce réseau. La plupart, et le plus important des montants, est financé par les frais d'écolage et donc par les familles et donc par le privé. Donc il est important de rappeler aujourd'hui que nous avons besoin de bien scinder à la fois un opérateur qui aurait deux missions bien distinctes, avec chacune une enveloppe budgétaire bien définie, mais tout en appartenant bien évidemment au ministère des Affaires étrangères, comme ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Alors continuons. Et vous me parliez de la comptabilité analytique, pardon, je C'était termine un sur ce point, exemple, qui est un sujet, voilà, où oui, on peut s'interroger effectivement, et c'est ce qui a beaucoup surpris également les inspections générales, mais d'autres l'avaient dit avant moi. Nous n'avons fait qu'un constat de dire qu'aujourd'hui, même la directrice de l'agence d'ailleurs le disait elle-même, c'est très compliqué de piloter sans cette comptabilité analytique. Donc oui, il est temps enfin d'investir dans ce moyen d'éclairage financier, clairement. Oui, c'est un exemple pour étayer mes propos. Je vais continuer de vous interroger sur ce rapport et souscrire à ce que vous dites. En aucun cas, cette interview, c'est impossible d'en faire une synthèse en quelques minutes, mais je vous interroge sur quelques points et merci d'y répondre. Donc, autre point que vous abordez, vous souhaitez réformer le système d'homologation des établissements. Pourquoi est-ce que c'est devenu nécessaire aujourd'hui et quels bénéfices en attendez-vous pour les familles et les écoles ? Alors, c'est pas réformer au sens retourner une table et considérer que ce qui se fait n'est pas bien. C'est simplement qu'aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur la dimension, je l'expliquais tout à l'heure, un peu de juge et partie. C'est-à-dire que lorsque on détache
Je prends l'exemple du permis de conduire. Vous avez des personnes qui accompagnent, qui sont des auto-écoles au permis de conduire, et puis vous avez des inspecteurs qui sont là pour valider et faire passer les épreuves pour attester que vous avez le niveau exigé. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne à l'AEFE, même si en théorie, ça fonctionne comme ça sur le papier, mais on sait bien qu'en pratique, il y a parfois un peu, là encore, quand on accompagne, même financièrement, certaines écoles, même si on se veut extrêmement objectif, il reste toujours pour certains des doutes. Donc pour lever tous les doutes possibles qui parfois existent, à tort ou à raison, hein, moi je ne dis pas que on a raison de penser forcément qu'il y aurait des doutes à avoir. Je dis juste que pour les éviter, le mieux, eh bien, c'est que demain, cette homologation revienne, je parle pour sa validation, la partie un peu examinateur, même si c'est le cas, et lorsque on le voit avec le ministère de l'Éducation nationale qui, lui, donne cette homologation, il serait bien désormais que ces inspecteurs soient hébergés auprès d'un autre opérateur ou directement au sein de l'Éducation nationale pour qu'il y ait une véritable indépendance. Ça, c'est quelque chose qui nous est revenu de manière constante, récurrente dans les auditions, que ce soit de la part des acteurs qui aujourd'hui sont les plus importants du réseau, c'est-à-dire les établissements partenaires, aussi des établissements conventionnés. Et puis, je pense qu'on gagnerait aussi. Alors, je le redis, que les gens ne prennent pas à mal mes propos. C'est simplement un constat qui a été témoigné à de nombreuses reprises en disant que ce serait bien que désormais on puisse héberger les inspecteurs en dehors de l'agence. Mais ça n'empêche que l'agence a toujours légitimité à accompagner et à faire en sorte que les différents établissements puissent bénéficier in fine de cette homologation. Voilà. Et la réformer, pardon, et j'en termine sur ce point, ça veut dire pour moi, enfin, aujourd'hui, elle a bien sûr toute sa pertinence, mais il n'empêche que on aurait, je pense, tout intérêt à devoir agrémenter cette homologation, et c'est ce que je propose à travers la mise en place d'une marque et une démarche qualité qui ferait encore monter en compétence Et en tout ce que crédibilité, oui. nous offrons, voilà, comme service à l'éducation des enfants à l'étranger. Alors vous évoquez aussi une nouvelle économie de l'éducation française internationale. Derrière cette formule, il y a la question sensible du financement. Est-ce que les familles doivent s'attendre à de nouvelles hausses des frais de scolarité? Désolé, c'est la question pratico-pratique, mais le rapport sort, c'est ce que tout le monde va se demander en premier. C'est ce que tout le monde va aller chercher dans les pages avant de lire le reste. Alors, écoutez, moi, j'ai fait le travail, comme on dit, c'est-à-dire que nous avons avalé des chiffres et des chiffres et des chiffres transmis par l'AEFE, et nous sommes arrivés à des mesures sans baisser la moindre niveau de qualité, je le dis parce que c'est important. On ne touche pas à la qualité, on a réussi à dégager une vingtaine de millions d'économies. Chacun pourra voir que, je le redis, l'idée est de préserver des postes de détachés à travers même ces économies, de remettre de l'équité entre les personnels, et vous le lirez, mais de faire en sorte que nous puissions, à très court terme, permettre aux familles de ne pas être impactées par des augmentations. Ça, c'est vraiment le point central. Moi, ça a été ma motivation, parce que quand je mets dans mon propos introductif que nous nous mettons au service des élèves, c'est évidemment pour les préserver dans nos établissements. Sinon, on ne se met pas à leur service. Donc, les préserver, c'est permettre que leurs parents puissent payer les frais de scolarité. Et c'est pour ça qu'on propose, sans même, je le redis, mais simplement par des mesures d'efficience, et chacun jugera des propositions qui sont faites. C'est aussi de l'équité qu'on remet, c'est aussi du bon sens que l'on remet dans le fonctionnement de certains dispositifs qui ont eu peut-être leur raison d'être fut un temps, mais aujourd'hui, en matière de gestion des moyens publics beaucoup plus rigoureuse et scrupuleuse, il est important que nous re-questionnons ces différents dispositifs. Il est important surtout que nous proposions aussi à l'opinion publique, et je dirais aux contribuables français qui financent ce réseau, que le réseau d'enseignement français à l'étranger a compris qu'il devait aussi se réformer sur ces points-là pour pouvoir rester crédible, et qu'on puisse continuer à terme à voter des budgets en faveur de cette agence. Parce qu'ils étaient énormément attaqués, ces budgets, parce qu'il y avait évidemment des fantasmes et puis parfois des réalités sur ce qu'était vraiment le fonctionnement financier de cette agence. Nous avons présenté
un certain nombre de points et simplement avec ces 4 points, ces 3-4 points que nous proposons en matière d'économie, nous pouvons éviter des augmentations pour les familles et surtout des départs de personnel détaché, qu'ils soient résidents ou qu'ils soient ce qu'on appelle, pardon pour le jargon, mais des D3. Oui, qui sont amenés à être plus importants dans le modèle prescrit dans votre rapport, on vient de le comprendre. Un nouveau directeur de l'AEFE a été nommé, Alexandre Mauroy, avec un profil très marqué par les enjeux financiers. Est-ce que cela vous semble cohérent avec vos recommandations ? Est-ce qu'il y a un risque de voir la logique budgétaire prendre le dessus ? Alors, de toute façon, c'est imparable. Enfin, aujourd'hui, c'est bien le problème central de l'agence. Pour qu'elle perdure, il faut qu'elle se questionne sur certaines de ses pratiques. Sinon, c'est un peu elle-même qui sciera la branche sur laquelle elle est assise. Donc, l'idée, c'est d'éviter tout cela. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'ailleurs de travailler avec Alexandre Mauroy. Je dois dire que je suis certaine que c'est un profil de directeur général qui a compris non seulement les enjeux, mais aussi, je dirais, la stratégie qu'il faudra tenir pour que nous puissions rester convaincants dans l'enseignement français à l'étranger. Donc moi, je n'ai qu'une chose à dire, je lui souhaite vraiment le meilleur. Je le redis, hein, alors son profil financier, moi, ne me fait absolument pas peur parce que j'ai moi-même un profil financier de par mon parcours professionnel et ça ne rend pas les gens moins humains. Au contraire, c'est quelqu'un de dialogue. Enfin, certains y verront peut-être à redire, mais moi, je peux dire à titre personnel que je sais qu'il a le sens du dialogue, de l'écoute, qu'il a besoin d'être convaincu, mais comme nous tous, mais il n'y a aucune raison. Et moi, je le dis que ça ne se passe pas bien, bien au contraire. J'ai toute confiance et je l'accompagnerai dans la mesure où il me solliciterait s'il avait un jour besoin. Mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur et je n'ai pas de doute sur sa détermination à essayer de faire que, d'abord et d'une, tout le monde s'entende. Et surtout que cette agence d'enseignement français à l'étranger retrouve un nouvel élan. Alors vous avez remis ce rapport au Premier ministre, ainsi qu'au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, au ministre de l'Éducation nationale et aussi à la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger. Ça fait déjà 4 acteurs majeurs différents. Alors premier volet de la question, c'est déjà arrivé avec des rapports qui ont pris autant de temps de réalisation, qui sont aussi volumineux. Parfois, ils finissent par prendre la poussière et rien ne se passe. C'est le premier risque. Ensuite, comment est-ce qu'on peut éviter que ces propositions ne se diluent entre les différents ministères ? Est-ce qu'il faudrait, selon vous, un pilotage plus unifié de l'enseignement français à l'étranger ? Alors, tout d'abord, vous dire que ce sera le rapport de ceux qui voudront s'en emparer. Moi, j'ai fait le travail de mise à disposition, d'éclairage et surtout d'écoute. Donc, beaucoup d'acteurs m'ont déjà témoigné. Hein. J'ai reçu déjà depuis hier beaucoup de retours plutôt positifs, même très positifs. Mais bon, je préfère attendre un peu parce que les négatifs vont peut-être arriver. Et même certainement, parce que tout le monde ne fera pas l'unanimité, ça j'en conviens, hein, ça fait partie du risque du jeu. Néanmoins, aujourd'hui, ça devient le rapport des acteurs. Moi, je n'ai fait que reprendre leurs témoignages et leurs attentes. Si on veut les ignorer, si on veut continuer à mettre des rapports au-dessus d'une armoire, eh bien, il appartiendra aux décideurs de le faire. Mais là encore, enfin, c'est un risque incroyable puisque nous connaissons les conséquences. Bercy nous a prévenus, le ministère des Finances nous a prévenus et de l'économie nous a prévenus. Les parents nous ont prévenus qu'ils allaient partir. Les enseignants nous ont prévenus aussi que eux, ils n'étaient pas forcément d'accord que de travailler sans avoir des personnels titulaires de l'éducation nationale dans ce réseau. Donc tout le monde nous a prévenus. Bon, maintenant nous sommes éclairés, nous savons, si nous ne nous en emparons pas, tant pis pour nous, nous aurons tout gâché. Alors, je ne dis pas, pardon, hein, je me corrige juste sur un point, je ne dis pas que mon rapport détient l'alpha et l'oméga. Je dis juste qu'il ouvre des perspectives, il met à disposition, comme moi on me l'a demandé, un certain nombre d'outils et de moyens. Maintenant, que ceux qui sont à la manœuvre aujourd'hui, et le nouveau directeur général le sera prochainement, eh bien, avec son comité de gestion, s'en saisissent et mettent en œuvre. Je pense que le politique, s'il m'a confié cette mission, avait tendance à croire que mes propositions allaient, j'ai envie de dire, trouver un intérêt général. Donc maintenant, je verrai évidemment par la preuve bientôt si elles sont suivies. Justement, question très concrète, dans quel délai les familles et les établissements
établissements peuvent-ils espérer voir des changements visibles sur le terrain pour la rentrée 2027 ? Alors, écoutez, moi je l'espère. J'ai demandé un moratoire au moins pour les établissements conventionnés, et surtout une mise en œuvre dès septembre d'un certain nombre de mesures pour qu'on puisse très vite passer donc aux 35% de contribution, mais avec le pendant évidemment, parce que sinon ce serait pas bénéfique pour les familles. Le retrait de la PFC, pardon, c'est un peu technique, mais c'était cette fameuse contribution qui était complètement décorrélée de la pension civile et qui était taxée, qui était une taxe sur le chiffre d'affaires. Et là, on revient à un mode de calcul beaucoup plus juste. Donc, pour que ce mécanisme rentre en œuvre, et à côté de ça, avec les mesures d'économie qu'on propose, en théorie, si tout ça est respecté, les hausses devraient être vraiment réduites au minimum. Et quand je dis au minimum, c'est dans la mesure du possible, même les éviter partout où ce sera possible, tout en préservant les postes de détachés et les postes particulièrement aussi de résidents, parce que je pense qu'il y a un contrat moral qui a été posé avec ces personnels. Moi, je n'ai pas souhaité appuyer sur ce point-là, parce qu'il reviendra, dans mon esprit à moi, à chacun, en conscience, dans chaque établissement, de voir si effectivement, dans certains cas de figure, quand c'est pas possible de l'éviter, eh bien, peut-être qu'il y aura, par mesure de restriction, un départ, mais moi je ne veux pas qu'on en fasse une règle parce qu'il y a un engagement pris vis-à-vis de ces personnels. Maintenant, là encore, il appartiendra aux décideurs de décider. Merci beaucoup Samantha Cazebonne d'avoir été avec nous sur lesfrançais.press pour échanger autour de ces 44 propositions, mais ça ne se résume pas à ces 44 propositions puisqu'il y a tout le volet sur l'écoute. 384 pages de votre rapport sur l'avenir de nos écoles françaises à l'étranger. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview ainsi que l'ensemble de l'actualité de nos Français à l'étranger sur notre site lesfrançais.press. N'hésitez pas à commenter, à partager et à aller chercher le rapport de Samantha Cazebonne sur son site de sénatrice. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre newsletter. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt sur nos antennes. Merci. En direct du Sénat.